Un poète doit laisser des traces de son passage, non des preuves. Seules les traces font rêver. Rabat, nécropole du Sheila. Notre peinture est plus près de la terre que celle des autres pays, disait Harbaoui, le premier peintre abstrait marocain. Fouad Belhamid m'accompagne sur les lieux où cet artiste avait un atelier au début des années 60. On pourrait appeler ces peintures des espèces de cris. À Rabat, il avait un atelier dans le Sheila, dans le cimetière tout simplement, dans l'enceinte du Sheila. Un endroit c'est très très beau, très chargé, très habité, mais assez, je ne sais pas, moi je trouve ça un peu lugubre de vivre dans un espace, dans cet espace 24 sur 24 et y vivre surtout la nuit. Il est mort jeune, 41 ans je crois, mort, on ne sait pas comment, sur un banc public du Champ de Mars. C'était le dernier voyage qu'il avait fait sur Paris. Mais c'est vrai que c'est une peinture, c'est un peintre et une peinture qui relève un petit peu de ce qu'on a appelé en Occident de peintre maudit en quelque sorte. C'est notre peintre maudit par excellence. Il vivait avec fougue et tension et fièvre, sans geste et sans statut d'artiste surtout. C'est le premier peintre marocain abstrait, disons, assumant la peinture tout court. Pas dire à l'occidental, mais bon, de nos jours, on ne peut pas dire à l'occidental ou à l'oriental. Harbaoui se lance dans la peinture abstraite en 1952. La même année, sous la pression des événements, le sultan Mohamed V exige de la France l'indépendance du Maroc. De l'autre côté de la Méditerranée, Matisse vient d'achever à Vence, sa chapelle, la synthèse de toutes ses recherches. Il a voulu créer une impression d'espace sans limite, en s'approchant de la sensation que procure l'architecture d'une mosquée. Celui qui a réconcilié la peinture occidentale et l'art de l'Orient était venu 40 ans plus tôt à Tanger chercher la confirmation de ses intuitions. Tanger, à la fois porte de l'Afrique et porte de l'Europe. Le peintre Cassimi me propose de faire avec lui un bout de la route vers Meknès, sa ville natale, sur les traces du premier peintre étranger à avoir reçu la révélation du Maroc, Eugène Delacroix. À l'époque, les artistes allaient à Rome, évidemment. Lui, il a eu l'occasion de venir ici. Et ce qu'il n'a
n'avait pas trouvé à Rome, c'est-à-dire ce qu'il n'a pas eu l'occasion d'aller voir à Rome, il l'a retrouvé quelque part ici. Et je crois que c'est son voyage ici qui l'a libéré, en quelque sorte. Sinon, c'était le peintre, une peinture classique, sombre. Et tout d'un coup, il était obligé, pour aller jusqu'au bout de son reportage, d'avancer vite. Et je crois que c'est ce qui a rendu ce carnet intéressant. C'est cette nervosité, cette rapidité de faire qui faisait plus passer l'émotion, la surprise. Le premier livre que je rencontrais sur l'art, je l'ai acheté au marché aux puces. Et il était en noir et blanc. Et c'était plus autour de la peinture espagnole, c'est-à-dire de 18e, 19e, avec Goya, bon, ça va un peu plus loin, il y avait Velázquez. Et toutes les reproductions étaient en noir et blanc. Et moi, j'essayais dans ma tête, en tant qu'enfant, adolescent, de leur donner un sens, c'est-à-dire de les colorier, de mettre de la couleur sur un tableau qui est en noir et blanc. Et ça, c'est là où mon rapport a commencé avec les choses. Bon, de la croix, je l'ai découvert tardivement, c'est-à-dire quand j'ai fait mon premier voyage en Europe. C'est l'Europe qui nous impose de nous situer par rapport aux choses. On a l'impression très souvent que l'Europe attend de nous quelque chose d'exotique, de particulier, de quelque chose qui peut drainer, amener le regard vers un dépaysement. C'est pour ça qu'ils s'intéressent aux petites histoires. C'est-à-dire tout artiste africain ou venant d'ailleurs, pour justifier sa création, doit parler de ces petites histoires de famille, de sa mère, des produits locaux, de henné, du tatouage, de toutes les choses exotiques pour que les choses passent d'une façon ou d'une autre. On a aussi ce qui perturbe la situation davantage, c'est tous les marchands d'exotisme, c'est-à-dire ceux qui viennent chercher les gnawa pour les vendre, ceux qui viennent chercher les isawa, ceux qui viennent chercher d'autres choses comme ça, ce qui fait que, en fait, parfois c'est gênant parce que, comme si on te demandait d'être une réserve. Les choses qui n'existent plus ailleurs, il faut qu'on aille les retrouver chez toi. Donc il faut que tu restes ce que tu es là, le reste on le fait, nous. Et c'est étonnant comme comportement, non? C'est-à-dire à la limite, comme si on t'enlevait le droit de penser le monde. C'est-à-dire, si tu n'as pas de pudeur, tu fais ce que tu veux. C'est assez éloquent, je crois. On voit le personnage de droite avec un short parce qu'on dit de ne pas entrer avec un short à l'intérieur. Et puis on voit l'autre personnage qui est voilé comme ça, en transparence, un peu effacé. Et ça rejoint aussi, ça illustre aussi l'inscription pour dire qu'il ne faut pas entrer avec des habits transparents à l'intérieur du marabout. Quand je peins, quand je dessine, je ne pense pas à l'histoire que je raconte, c'est-à-dire que l'histoire se raconte par elle-même. C'est-à-dire, au fait,
la figure s'impose à moi. C'est-à-dire, moi, j'essaye de traiter avec ces signes, avec ces figures, de le composer d'une certaine façon dans un espace. Une tradition, quand elle est mal comprise, quand on ne la pense pas comme un élément transformable, évolutif, et que ce mouvement lui-même, que cette tradition même, peut s'ouvrir sur d'autres choses, faire appel à autre chose, avancer dans le sens le plus ouvert, s'il est compris seulement en tant que cercle fermé, rien ne se passe, rien ne peut se passer. Ce qui fait que l'artiste chez nous est obligé d'être dans une situation de transgression permanente par rapport à un acquis, par rapport à une histoire culturelle. Quand je vais à la piscine, il y a ceux qui vont à la piscine pour nager et ceux qui vont à la piscine pour nager dans la peinture. Et ici, je nage dans la peinture. Je sais qu'est-ce que ça m'a fait quand je me suis retrouvé dans la chapelle Sixtine à Rome. Et quand je suis allé au Prado avec un ami, j'avais l'âge de 20 ans, 21 ans, je prends mon billet, je rentre donc dans le musée et je me retrouve dans cette salle où il y a les peintures que je connaissais par reproduction. Et en ce moment-là, je les voyais en couleur, c'est-à-dire on n'était plus en noir et blanc. Et j'avais une telle émotion que je regardais tout bouger en vagues. Comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai recommencé, j'ai baissé mes yeux, je regarde, et c'était toujours des vagues. J'ai dit au copain qui était avec moi, est-ce que tu vois la même chose? Il me dit quoi? J'ai dit que tout bouge comme ça. Il arrive, il m'a dit non. Ouais. Je me suis assis sur une marche, je reprends, je regarde. Il y avait toujours des vagues et j'ai quitté le musée. Fès, la ville d'enfance de Fouad Belhamine. Au siège de la communauté urbaine, on nous a parlé de tableaux des années 30. C'est un tableau qui a été peint par Pontois, qui est un peintre français, qui s'est beaucoup intéressé un petit peu à la peinture, ou plutôt intéressé au pays, au côté exotique du pays. L'intérêt de ce genre de tableau, c'est que ça reste des documents assez importants pour donner un petit peu une idée de ce qu'était le Maroc à l'époque. Ça trace un périmètre assez précis de ce qu'était Fès en 1931, je pense, oui, 31. Parce que toutes les collines autour, maintenant, elles sont construites. Il y a eu un ensemble de peintres français qui sont intéressés à ce côté exotique du pays. Et c'est la carte postale pour moi. C'est le pacha de Fès, admirant la ville de Fès. J'ai habité la Médina entre 50 et 56. C'est-à-dire mes 5-6 premières années, je les ai passées au fond de la Médina. Et là, je me rendais pas seul, bien sûr. Je me rendais avec mon père, ou avec mon père surtout, accompagné. Le geste, la trace est importante. La trace humaine, la trace. On verra tout à l'heure des murs, mais qui sont
luisants tellement ils ont été côtoyés et puis usés par les frottements des habits des gens, des passants. Et puis d'autres par les intempéries, d'autres parce qu'ils sont tellement vieux. Il y a des murs encore debout qui datent du 12e ou même avant. Il y a des cul-de-sac, il y a des ruelles qui ne mènent nulle part. Moi, ça, il faut connaître. Et là, je me rappelle que dans cette rue particulièrement, qui n'est pas très loin de ma maison natale, j'évitais de venir par là parce que j'avais peur de me perdre. Et ça revenait dans mes rêves, ça revenait assez souvent, cette rue-là. Ce qui est intéressant, c'est de découvrir la lumière du fond. Ça, c'est bon, par exemple. C'est une espèce de matrice, hein. On se porte bien au ventre de sa mère. Fès, c'est un petit peu le ventre pour les petits fascis. Ils sortent du ventre de la maman pour se retrouver dans un autre ventre qui est la ville, qui est ce labyrinthe en quelque sorte. Paradis, je ne sais pas, quand il sera un peu plus grand, comment ça va se passer, comment ça va s'expliquer tout ça. Enfin, en tous les cas, pour moi, je revois ça avec beaucoup de difficultés. C'est assez sombre, c'est assez... Des problèmes sont venus se greffer par la suite. C'est des problèmes peut-être de claustrophobie. J'ai découvert d'autres choses. J'ai découvert des grandes villes, j'ai découvert des métropoles occidentales. Puis j'ai découvert surtout l'horizon, chose qui est presque inexistante dans la Médina de Fès. Parce que pour voir le ciel, il faut lever la tête. Il n'y a que des verticales. En dehors des verticales aussi, et puis les verticales des passants. Il n'y a pas très longtemps, enfin 2-3 générations, presque tous nos parents, ou étaient des fellas, c'est-à-dire des agriculteurs, ou alors c'est des artisans. Et puis on est très liés à la terre, d'une manière ou d'une autre. Tout ce qui pouvait être, même artisanat, avec beaucoup de liens avec la terre. Ça, c'est important chez le Marocain. D'où ce rapport au côté, à la main, au toucher. C'est marrant, là par exemple, il faut bien se lever, enfin lever la tête pour retrouver le ciel. Hein. C'est des visions. Regarde ça, ces rapports de temps de gris. Voilà, par rapport au blanc en dessous. Ça, c'est un ocre jaune typiquement de Fès. Mais comme c'était construit avec la pierre a tendance des fois par endroits à noircir. Bon, les intempéries aussi, je pense pas que ce soit la pollution. Ah, ça, c'est beau. Puis juste des tonalités, mais vraiment les unes proches des autres. Hein. C'est pratiquement des gris minés, un peu d'ocre jaune, d'ocre bleu, enfin plutôt de gris bleu quelque part par moment, ou gris violacé. Voilà, ça c'est beau ça. Ça je prends.
c'est beau, j'adore les corps de métier, les arts traditionnels qui ornent pratiquement toute cette ville, mais je reste émerveillé devant un pan de mur, complètement décraquelé, complètement vieilli. Ça me rappelle l'intérêt que portait quelqu'un comme Léonard de Vinci au mur, qui passait son temps à les entretenir avec des seaux d'eau et d'autres matériaux pour qu'ils puissent pourrir, et il trouvait là ses sources d'inspiration, tout peintre réaliste de la Renaissance qu'il était. Mais ce sont des choses, des phénomènes un peu que je ne peux pas expliquer. C'est un petit peu mon jardin secret quelque part. Mais en fait, je t'ai pas emmené ici, vous m'avez emmené ici. Alors moi, ce qui me surprend, c'est que les endroits où on a la plus belle vue sur la ville, ce sont les cimetières. C'est le respect des morts. C'est pas une question de respect. Je pense que la mort fait partie de la vie, hein, dans l'islam, je crois, dans les 3 religions monothéistes. On mythifie pas un peu le cimetière chez nous. Le cimetière fait partie un peu de l'architecture environnante même. C'est pas étonnant de rencontrer des jeunes, des enfants jouer dans un cimetière. Et c'est pas du tout. Il n'y a pas de sens de profanation dans ce sens-là. J'étais jeune et on jouait beaucoup dans les cimetières. C'est aussi l'endroit où on peut rencontrer des gens, mais un petit peu poètes, un peu fous, des gens qui dorment, qui ont envie de vivre une solitude. Mais en même temps, c'est assez particulier, c'est assez beau, puisque toute notre enfance, je parle des Fassi qui ont vécu dans cette médina, nous avons tous tissé des rapports avec ces cimetières, puisque une fois sur une terrasse, par exemple, chacun de nous pouvait situer un petit peu ses ancêtres, son père, son grand-père, son arrière-grand-père. Si on a ma grand-mère est dans tel cimetière, on tourne la tête de tel oncle ou est dans ce cimetière, il y a une manière, on a l'impression que les morts veillent sur la ville en quelque sorte. Azila, l'atelier de Khalil El-Krib, se trouve en plein cœur de la Médina. Je ne considère pas que cet espace est un atelier. D'autre part, je ne me considère pas un peintre. C'est un espace vital pour moi. C'est pour moi comme un cercueil ou bien un tombeau où je pratique mes expériences les plus intimes possibles. On peut voir d'abord ça. C'est quoi le matériau blanc? C'est de la chaux. C'est de la chaux avec de bleu de méthyline. Dans chaque mouvement, ils perdent un peu de sa composition. Ça, je l'ai trouvé comme ça. Et l'intervention de temps, elle est là. Et ils n'attendent qu'une petite intervention de ma part pour devenir pour moi une chose très compliquée et très à moi-même. Pour le moment, j'ai l'intention d'ajouter quelques ficelles de cuivre oxydé et ça suffit. C'est un comment ça s'appelle ça? C'est un livre de Coran. Je l'ai trouvé jeté et je l'ai ficelé. Et puis j'ai mis de la chaux et du bleu de méthyline. Il est devenu comme ça, je ne sais pas quoi ça. Et mon intervention devient un élément de sa vie propre, une étape dans sa vie de cette chose-là, un livre. Avant d'être un livre, était
des matériaux organiques, des arbres. Peut-être, si je vais laisser ici, peut-être il y a des insectes qui vont s'intervenir pour l'abîmer. Et quand je les vois jetés dans les poubelles ou bien au bord de la mer, je m'adresse vers eux et je le garde chez moi pour les utiliser avec une intervention de ma part, parfois très minimale. Parfois, j'ajoute un clou ou bien je fais un ficelle, c'est tout. Et pour moi, il devient quelque chose de très significatif. Je ne me considère pas une collection privée ou personnelle, non. Ils sont là. Je suis comme vous. Ça ne m'appartient ni à moi ni à vous. Ils sont là comme nous. Comme nous. On est là, on est à personne. Ma relation avec la pratique que j'ai, chaque fois s'aggrave. Ils deviennent plus... pas mélancolique, mais plus tragique. Plus tragique. Et c'est la conscience de notre nature éphémère qui conduit à la disparition totale. Et ça aggrave ma présence dans le monde et m'a conduit à profiter profondément de la vie. Pas au niveau uniquement sensuel, mais au niveau esthétique. Comme j'étais au début un calligraphe, tout ce qui a relation avec la calligraphie m'attire plus. D'abord, sa fluidité, parce que de l'encre, elle est faite à la base de l'eau, ce qui m'a fait travailler avec de l'aquarelle. Pourquoi l'aquarelle? Il donne la possibilité de la gestualité et de la spontanéité et de la transparence. Et ça, j'ai rendu compte plus tard que je travaille souvent des petits formats et je me demande pourquoi. Et la réponse, c'est parce que j'ai la sensation de quelqu'un qui écrit, pas de quelqu'un qui peint ou qui dessine. Moi-même, je me sens un espace. Moi-même, mon physique. C'est le plus significatif. L'espace le plus significatif, c'est ma coquille. C'est moi. Et j'essaie d'être comme ma mère, qui faisait à sa manière la broderie, ou bien comme quelqu'un qui chôle spontanément son toit ou sa terrasse. Donc, la chaux, pour moi, à part qu'elle est une couleur, elle est aussi une matière qui est associée souvent avec des lieux sacrés et avec des lieux qui ont des relations avec de la mort et de la spiritualité et de la pureté. Elle est plus qu'une couleur. Peut-être elle forme une grande partie de notre squelette. اللي عمل هذا هنايا ماشي نتوما اللي عملتوه هذا ماشي نتوما. C'est parmi les lieux qui a gardé la forme essentielle des murs d'Azila, c'est ici. Voilà, c'est un bloc fait de pain mouillé, humide et de sable.
et d'autres éléments organiques. Il est pourri, il a même des champignons. Et ça m'a donné l'impression, j'ai envie de l'enterrer, donner l'impression qu'il est un tombeau. C'est pas d'une personne, mais de la matière même qui se décompose. Et j'ai cholé les bordures avec beaucoup de couches. Je vois que ça vit. Et c'est parmi les pièces qui me touchent beaucoup et qui reflètent mes profondes sensations. C'est la terre qui avec une loupe, on peut voir même des insectes qui sont très, très petits. Elle est faite pour être disparue. L'idéal pour moi que arrive au degré zéro de sa présence. Pour moi, ça aussi, ce sont des tombeaux. Ce sont des tombeaux. Et comme ils sont très fragiles, j'ai mis des ficelles pour les garder temporairement. Et cette boîte-là? Ah, voilà. Pour moi, c'est comme un sarcophage qui contient des matières qui sont très torturées, bien torturées. Et dans quelques instants, le coffre va être de nouveau enfermé pour ne pas déranger les cadavres et les êtres mortels. Ici marqué titre sans titre, date sans date, format technique. Il y a une valeur d'assurance. Oui, je n'accepte pas, mais il faut le mettre. Mais je ne suis pas convaincu de le mettre, mais il est obligatoire. Non. C'est pas le prix. Non. Parce que je ne vends pas mes œuvres. Pourquoi tu ne vends pas tes œuvres? C'est difficile à dire. Avec son mélange indéfinissable d'Orient et d'Occident, Khalil l'étrange, Khalil le philosophe, me renvoie à cette phrase de Harbaoui. Je porte en moi ma terre marocaine. Dans une ancienne villa des années 30 convertie à l'art contemporain, à Casablanca, je découvre les œuvres d'un artiste disparu, Moulay-Ahmed Drissi. Ce peintre était peut-être un autodidacte, sûrement pas un peintre naïf. À Rabat, conversation avec Bellamine et Hossein El Kasri, le directeur du musée des Oudayas. Les premiers peintres spontanés marocains, le début, ça a été les années 50, ce sont, comme par hasard, des gens qui travaillaient ou jardiniers chez un peintre français, ou cuisiniers
c'est le jardinier, c'est le cas de Louardiri. Cuisinier, c'est le cas de Ben Allal, qui était cuisinier chez le peintre Azema. Moulay Ahmed Drissi, enfin, que des peintres, je crois, suédois ou finlandais avaient rencontré sur la plage Jamal Fna avec un petit cahier et des dessins. Et ça les avait intéressés. C'est souvent, il y a eu un parrainage quelque part. Il y a une littérature classique, hein, qui use de la langue arabe classique, et il y a une littérature orale. Je me placerai plutôt dans cette catégorie, hein, pour essayer de comprendre un petit peu le faire de chaque groupe de peintres. Ceux qui ont fait des études, un cursus classique normal dans les écoles des beaux-arts en Europe ou même actuellement au Maroc, et ceux qui se sont retrouvés avec la peinture comme instrument de travail un jour ou l'autre de leur vie. Il se trouve que ce groupe-là, ce sont des gens, comme disait notre ami, des personnes qui ont été formées par des étrangers, qui ont reçu leurs instruments, soit par hasard, soit par... Moi je dirais par hasard. Hein. C'est un instrument qui s'est présenté à eux afin d'exprimer leur univers de sens, de pensée. Et c'est un petit peu la différence entre un roman, hein, et un conte populaire. Par exemple, chez Moulay Ahmed Drissi, il y a tout un univers spirituel très important qui découle des croyances populaires et qui découle de la religion. Hein, le Coran, le Hadith, la Sunna, et tous ces corollaires, hein, qu'on retrouve dans les contes, dans les histoires qu'on raconte dans les Jamal Fna ou ailleurs, hein, et qui sont un petit peu le potentiel, hein, culturel et le potentiel plutôt littéraire, hein, de cette partie de gens, de cette partie d'intellectuels, je dirais. Ce sont des intellectuels avec des armes différentes. Hein. Place Jemal Fna à Marrakech. C'est là où Moulay Ahmed Drissi a commencé sa carrière, comme garçon de café. Ici se sont croisés de tout temps les deux types d'intellectuels dont parlait Kasri. Des générations de peintres, simples amateurs, orientalistes ou peintres tout court, sont venus y chercher je ne sais quoi, ou guetter peut-être la rencontre de deux mondes. Le premier atelier de Farid Belkaya était situé juste au-dessus de la place. Après avoir étudié les beaux-arts en Europe, il a fait le choix de revenir vivre ici, au contact de l'Afrique. J'ai des souvenirs assez lointains comme ça, où j'étais modèle, c'est-à-dire j'étais assis avec ces vieilles boîtes de biscuits champagne qu'on me donnait pour que je puisse rester assis. Et puis bon, je me rappelle toujours d'une femme qui me dessinait. Et avec le temps, j'ai appris que cette femme, qui s'appelle Janine, avait quitté le Maroc avec De Staël. Donc, Nicolas de Staël. Oui, Nicolas de Staël. Là aussi, Nicolas de Staël avait rendez-vous avec son destin. Les jeunes peintres marocains, eux, regroupés autour de Farid Belkaya à l'école des beaux-arts de Casablanca, y ont montré en 1969, pour la première fois, leurs œuvres abstraites. Cette exposition à Jamal Fna a démontré une chose, que la culture ne passait pas nécessairement par l'écriture ou par le savoir-lire. Parce que les gens de Jamal Fna, c'est une culture un peu occulte, populaire. Elle n'a pas de référence à un écrit. Et ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que le contact avec beaucoup de travaux abstraits n'a pas dérangé. De par notre tradition, nous sommes plus aptes à être dans c'est-à-dire on est familier à l'abstraction. C'est-à-dire l'abstraction n'a pas besoin d'un savoir nécessaire, d'un savoir particulier. L'abstraction est un état naturel aussi de déchiffrage de la nature.
travaillé donc avec un maître gnaoui, c'est-à-dire que j'ai organisé soit chez moi, soit chez lui, soit dans d'autres lieux, donc une soirée de trance. Et ce qui m'intéressait dans la trance, c'est l'inscription du corps dans l'espace. Et le corps féminin est de très loin, beaucoup plus spectaculaire. J'ai toujours évité de rentrer, moi, dans la transe, parce que quand tu as des dizaines de milliers de décibels dans l'oreille pendant 6, 7, 8, 9 heures, il y a un moment où... donc, c'est-à-dire, quelque part, la transe aussi arrive à un moment où il y a saturation. Et à un moment donné, tu n'entends plus le son de l'extérieur, le son devient intérieur. Et c'est là le moment où la culbute se fait. Et la figure du triangle et du rond revient souvent, parce que c'est dans ces figures-là que le corps s'inscrit. Là, ça c'est effectivement une planche coranique que j'ai achetée au Kenya. Et ce qui m'a intéressé dans cette planche, c'est que volontairement, elle a la physionomie d'un corps. Il y a une tête en haut, des pieds, et il y a un graphisme sur ce corps. C'est de l'empreinte. C'est une blessure, quelque part. Chaque peau est une formule particulière. Et les peaux, l'animal aussi, a des maladies, des traces de maladies, de vieillesse, d'accidents. Par exemple, il y a des fois des petites épines qui sont rentrées dans la peau, qui restent. C'est-à-dire que c'est déjà un matériau qui, lui aussi, a un vécu. Lui aussi traîne toute une histoire et toute une mémoire derrière lui. C'est en même temps très, très résistant et très fragile. C'est-à-dire, tu peux verser de l'acide nitrique sur la peau, ça ne laissera aucune trace. Il y a une espèce de glasure très, très, très fine, très mince, qui protège la peau. Et en même temps, tu vois, le moindre coup de rasoir ou autre la fait éclater. C'est une peau crue, c'est tout. Avant de passer au tannage, je la prends, moi, à l'état où elle est crue, sans poils et vierge de toute empreinte de couleur ou autre. Bleu de méthylène, henné, ici, cobalt, qui me donne du rose, qui me donne du gris, et qui peut donner du noir, là-bas. Moi, je travaille beaucoup avec le hasard. Je me suis convaincu que le hasard était une sorte de contrariété des dieux. C'est-à-dire le hasard, c'est une chose qui échappe à toute forme de pouvoir. Mais il faut une certaine grâce, il faut avoir le hasard de son côté, mais avec une bonne dose de grâce pour pouvoir... Tu vois, le cobalt, ça donne un beau noir, parce que c'est même de la brûlure. Tu vois, regarde, même sur papier, c'est totalement différent de l'encre de Chine, c'est différent de tout. Quand tu vois, c'est vraiment une brûlure sur le papier. Et sur la peau aussi, ça donne cette impression. Voilà, déjà, tu vois, regarde. Quelques secondes, ça a laissé une empreinte. Quelque part, je malmène cette peau, c'est vrai, parce que, bon, cette peau, elle était destinée à être une babouche ou un tambour ou autre. Et je la détourne de cet objectif pour en faire tout à fait autre chose. Et je me permets de lui faire subir un certain nombre d'épreuves.
pour essayer de tirer des informations, pour essayer de peut-être de comprendre des réactions au niveau humain, même au niveau des rapports humains et tout. Et c'est vrai, c'est-à-dire ce que je lui fais subir, je ne peux pas le faire subir à un être humain. Je pense, quand un artiste est en train de faire un travail devant son travail, que c'est très égocentrique. C'est-à-dire qu'on est là pour son propre plaisir. Et au fond, dans la réalité, c'est... je traduis l'intraduisible, mais j'essaye de le chercher très loin en moi. Mais le résultat n'est pas toujours compréhensible par moi. Souvent, ne l'est pas du tout. Et c'est là où le spectateur ou l'autre joue un rôle très important pour moi. Parce que c'est à travers lui que je me comprends, que je me découvre. Et dans la société aussi, je découvre des gens qui sont atteints par le même mal que moi. Et eux aussi se découvrent là-dedans. Et c'est comme ça que des amitiés se lient, des connaissances, des relations, disons des attouchements presque, disons. Ça, c'est ma maison que j'ai construite entièrement en terre. Et j'ai voulu qu'à l'intérieur de la maison, d'être à l'intérieur d'une espèce de cocon, plutôt que d'être en contact avec les palmiers, les oliviers, enfin, ce qui est habituel ici dans la Palmeraie. Toute cette notion un peu occidentale de la baie qui donne sur la mer, sur le gazon, sur des choses comme ça, je ne voulais pas du tout ça. Mais au contraire, quand tu es dehors, bien tu es dehors, c'est luxuriant, il y a les arbres, il y a les trucs, tu vis avec la nature. Comme au bord de la mer aussi, quand tu es dehors, tu as la mer, tu as le ciel, tu as les gens qui... Tu te baignes, tu sais. Mais une fois que tu as terminé de ça, quand tu rentres, il faut que tu sois comme dans une antre. Et c'est ce principe qui gère un peu ma vie. Il y a ces deux petites cours comme ça qui rappellent qu'on est quand même un peu à la campagne, mais sans abus. C'est ça l'extraordinaire à Marrakech, c'est-à-dire que chacun, quand il arrive à localiser son extravagance, son fantasme, il a une vie pour le faire et puis c'est tout. S'il arrive à le faire et à le terminer, tant mieux. Il y en a d'autres qui sont encore en train de le poursuivre. Je n'ai jamais pensé à vivre à l'étranger. J'ai toujours su que je rentrerai un jour au Maroc. Et puis, bon, au fil des ans, je me suis rendu compte que bon, les choses dans lesquelles j'ai vécu, c'est tout l'artisanat marocain, le stuc, le bois peint et tout ça. C'est ça mon environnement réellement. Si certains peintres occidentaux se sont intéressés à la lumière au Maroc, c'est peut-être pour mettre en valeur de la couleur vraiment. Moi, il n'est pas question de couleur. C'est sûr que j'ai beaucoup apprécié certaines lumières du Nord. La lumière voilée un peu du Nord de la France ou des Pays-Bas, la Belgique, m'a un peu fasciné par rapport à mon travail. C'est un peu paradoxal, en quelque sorte. Si je répète que c'est une affaire d'individu, la lumière.